en matière de crise alimentaire, déjà entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je crois que le problème se pose plus pour l'Afrique de l'Ouest. Donc je vais plutôt m'appesantir sur la question en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est le rapport de l'ONU qui a attiré votre attention. Mais sachez que dans notre zone en Afrique de l'Ouest, il y a le réseau de prévention des crises alimentaires qui génère trimestriellement la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest. Alors, si on se réfère aux statistiques que le RPCA a données pour le trimestre mars-mai 2021, alors, de façon globale, la situation, le taux est moins que les 20% de l'ONU. Globalement, c'est une moyenne de 7% de la population qui est touchée. Et même, ils ont une projection pour le trimestre juin-août 2021, où malheureusement la situation devrait s'aggraver. Même avec ça, le taux moyen global est de 9%. Évidemment, quand on rentre à l'intérieur, il y a un certain nombre de pays, donc la proportion de population touchée par la crise alimentaire se situe effectivement dans l'ordre de 19, 20, 22%. C'est vraiment une conjonction de facteurs. Je prends le premier facteur le plus connu, c'est-à-dire quand vous comparez l'Afrique subsaharienne aux autres régions du monde, nous avons la productivité agricole la plus faible. Ça veut dire que si vous prenez une superficie, le rendement par unité de surface est le plus faible en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne de façon générale. Et qu'est-ce qui explique cela? Nous n'utilisons pas les intrants appropriés. Nous devions utiliser les semences améliorées. Nous devons apporter suffisamment d'intrants tels que les fertilisants de qualité et bien sûr bien prendre soin de nos cultures. Tous ces facteurs, nous ne les respectons pas et c'est pour cela que notre productivité est en deçà de la moyenne mondiale. Alors, dans le peu que nous gagnons, il y a les pertes post-récolte qui sont aussi élevées. Nous sommes dans l'ordre de 35% de nos cultures que nous perdons après avoir produit. Donc d'abord, nous ne produisons pas suffisamment et lorsqu'on en gagne, on perd encore une bonne partie. Alors, quand la pandémie est arrivée, tout le monde a connu les chocs que ça a provoqué. Il y a eu énormément de pertes post-récolte quand on a pris les mesures, on fermait les marchés, la circulation, le mouvement de population n'était pas autorisé. Et donc, ça a occasionné beaucoup de pertes post-récolte. Récemment, j'étais au Niger et je m'entretenais à un certain nombre d'acteurs là-bas qui travaillent dans la filière de l'oignon, qui ont rapporté qu'ils ont enregistré des pertes de 60% de leur production. Donc la Covid est venue aggraver la situation, bien entendu. La norme veut que chaque humain tue 3 repas par jour, 3 repas équilibrés. Alors sur le terrain, ça se trouve qu'il y a des familles qui ne peuvent pas s'offrir ces 3 repas. Il y en a même, pour avoir 1 repas par jour, c'est un problème. Et donc, c'est ça que nous exprimons par la crise alimentaire. Et l'autre aspect, c'est aussi le volet de la faim cachée, qu'on aime dire. C'est-à-dire la faim cachée, c'est le fait que nous ne mangeons pas tous les aliments qui vont nous apporter les besoins quotidiens de notre organisme. Donc, c'est les oligo-éléments, nous ne mangeons pas suffisamment de produits avec les vitamines, les fers, les zinc, et donc il y aura des carences. Et ces carences, à terme, apportent des maladies au niveau donc, des personnes qui sont en déficit.
Donc ça fait cet ensemble de facteurs que les populations vivent sur le terrain et qui caractérisent ce que nous appelons la crise alimentaire et nutritionnelle. Non, des décès comme on en a vu dans les années 70 en Somalie, non, ça c'est très peu probable maintenant parce que d'abord les États sont informés à temps, donc ils savent beaucoup anticiper et la solidarité internationale aussi est beaucoup plus efficace maintenant. Nous avons beaucoup plus de moyens de communiquer et plus de facilité de déplacement, donc on arrive tout de suite à identifier d'où le problème va venir et les gens prennent les mesures qui s'imposent. Donc des décès de ce genre, c'est peu probable. Mais comme je l'ai dit, il y a les carences qui peuvent être source de maladies et ces carences, si c'est sévère, effectivement, ça peut causer des décès. Mais ça, c'est vraiment du point de vue maladie, mais pas parce que le ventre est vide. Bon, lorsqu'on voit le rapport du RPCA tel que je le disais tantôt, ils ont cartographié la situation en Afrique de l'Ouest et ça se regroupe essentiellement dans les zones à crise. Vous allez voir par exemple qu'autour des 3 frontières, Burkina, Mali et Niger, les populations dans les environs des 3 frontières où règne l'insécurité, c'est là-bas que c'est élevé. Tu vas aussi au nord-est du Nigeria, là où aussi il y a l'insécurité. C'est là-bas qu'on enrichisse les sévérités. Et des nouvelles situations sont en train d'apparaître dans les pays comme le Libéria et la Sierra Leone. Tout à l'heure du fait que nous avons déjà la productivité la plus faible parce que nous n'utilisons pas les intrants comme il se doit. Si le facteur climatique vient s'ajouter, il est clair qu'on aura une situation plus catastrophique. Et c'est pour cela que nous devons vraiment veiller à vraiment utiliser l'information agrométéorologique, tout comme les autres intrants, pour pouvoir gérer nos exploitations. Il y a des solutions politiques et il y a des solutions techniques. Les solutions politiques, c'est comme je vous disais, il y a tout un dispositif qui est là, avec des institutions spécialisées, comme vous le savez, le SEALS, avec le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des institutions qui analysent régulièrement la situation alimentaire, préviennent les États et ensemble, ils décident des réponses politiques à apporter par rapport à ces questions. C'est ainsi que vous allez voir que dans la plupart des pays, ils ont travaillé à mettre ce qu'ils appellent les réserves alimentaires. Donc ça existe au niveau communautaire jusqu'au niveau régional, en passant par le niveau national, bien entendu. Donc ça, c'est des dispositifs de solutions politiques qui sont là, que nos États utilisent constamment. Mais du point de vue technique, c'est là que le CORAF peut jouer sa partition. Le CORAF en tant que l'Association des systèmes nationaux de recherche. Ce que nous proposons, lorsque j'expliquais tantôt qu'est-ce qui expliquait la disparité entre l'Afrique de l'Ouest et puis les autres régions du monde, je vous ai dit que c'est parce que nous avons les productivités les plus faibles. Alors que les systèmes nationaux de recherche ont généré d'innombrables technologies et innovations. Nous avons aujourd'hui des variétés de cultures qui permettent de doubler ou non tripler les rendements par rapport aux cultures conventionnelles, traditionnelles que nos parents utilisaient. Donc, l'appel est donné aujourd'hui d'utiliser ces nouvelles variétés de cultures. Nous avons des variétés hybrides qui font des rendements exceptionnels, mais qui demandent davantage de fertilisants. Et
on appelle nos producteurs à vraiment utiliser ces nouvelles technologies et innovations. L'autre aspect de la chose aussi, c'est que les jeunes se désintéressent de l'agriculture. Tout le monde pense que l'agriculture, c'est vraiment comme il a vécu quand ils étaient enfants. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Le tout n'est pas d'être sur la parcelle de culture. Il y a des activités le long de la chaîne de valeur de l'agriculture. En amont, on peut être un fournisseur d'intrants, les semences, les fertilisants. Ensuite, à l'aval, on peut être un agrégateur des surplus de production. Parce que le problème des producteurs, c'est qu'ils ont souvent des surplus, c'est-à-dire qu'ils ont satisfait aux besoins de leur famille et ils ont un surplus qu'ils veulent vendre. Mais pris individuellement, ils trouvent difficilement de marché. Donc les jeunes peuvent aujourd'hui être des intermédiaires, faire ces agrégations de ces surplus et chercher les marchés commercialisés. Deuxième aspect, tout le monde n'a pas des outils de mécanisation. Tous les producteurs ne peuvent pas avoir accès à ça. Les jeunes peuvent s'organiser et faire des prestations avec les outils de la mécanisation. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites maintenant qui font que l'agriculture d'aujourd'hui diffère de l'agriculture de nos parents. Donc, les jeunes n'ont pas à hésiter de s'engager parce que c'est devenu vraiment la frange de la population la plus importante. Si elle ne s'intéresse pas à l'agriculture, on ne saura pas comment produire.